Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Deuxième épisode de cette mini-série Oui. parents-écran. Donc la semaine passée, on a parlé des limites que les parents souhaitent ou ne souhaitent pas mettre quant à la gestion des écrans. Et puis aujourd'hui, on va plutôt parler du contenu. Vous demandez à votre enfant comment s'est passée sa journée, demandez-lui comment s'est passée sa journée sur Internet. Et moi, j'avoue que, voilà, avec mes pré-ados, mes ados, voilà, j'essaye aussi de mettre ça en œuvre et je me dis, il y a quand même quelque chose à aller chercher là-dedans parce qu'effectivement, on diabolise souvent les écrans, Internet, tout ce qui se passe là derrière et sur laquelle on a très peu d'emprise, mais il y a aussi du contenu intéressant qu'on peut aller chercher et qu'on doit finalement apprendre à nos enfants aussi à aller chercher, apprendre aussi à avoir un esprit critique sur ce qui se passe, sur ce qu'ils voient, sur ce qu'ils vivent dans ce monde virtuel. Parce que vraiment, il y a beaucoup de bons à prendre, on l'a déjà dit la fois dernière, et c'est intéressant que nos enfants apprennent aussi à aller voir c'est quoi la source finalement de l'info, qui parle ici, et cette personne, quelle qualité elle a d'expert ou pas, justement, quand elle parle de tel ou tel sujet. Et c'est vrai que parfois je suis étonnée, mes enfants me parlent d'influenceurs ou de youtubeurs qui partagent des sujets, et en fait ils ont été chercher l'expert, et donc ils ont de vraies infos qui sont qualitatives et qui donnent, qui informent, qui donnent des explications sur des sujets qu'on ne maîtrise pas forcément. Et donc effectivement c'est important qu'ils puissent apprendre à repérer ça. Et je pense que cette notion de source, qui est d'ailleurs enseignée à l'université presque dans toutes les facultés en début d'études pour apprendre à ne pas aller chercher à avoir ce regard critique, mais en fait, elle pourrait être enseignée aujourd'hui à 12 ans à l'école par rapport à Internet. Ce serait vraiment très intéressant. Mais comme ce n'est pas forcément le cas, comme parents, on peut alors se positionner là-dedans et justement leur ouvrir les yeux, si on peut dire, et regarder avec eux et leur dire « Ah bah tiens, c'est intéressant, mais ça vient d'où? C'est qui a dit ça ?» Et qu'est-ce que cette personne y connaît, en fait? Et donc, aller creuser un peu à ce niveau-là. Dépendant de l'âge de l'enfant aussi, on entend l'usage d'Internet ou d'intelligence artificielle pour la rédaction de travaux, de travaux de groupe, de mémoire. Et puis parfois, c'est à double tranchant parce que parfois, on a vite fait de remarquer qu'il s'agit d'un copier-coller et le danger est grand de redoubler, de se voir face à un échec. Et donc finalement, parfois, cette tentation doit être mise en balance avec l'esprit critique de nouveau ou avec la recherche de sources pour voir est-ce que c'est bien fondé de penser que tout ce qui est dit ici est bon à prendre, quoi. Oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment cette logique de pas, plutôt que de s'opposer de manière systématique à Internet, et à ce moment-là, on perd finalement le contact de nos enfants avec Internet, un peu cette idée, comment s'est passée ta journée sur Internet, si j'ai toujours dit, moins tu regardes d'écran, mieux c'est, etc., et que je me suis toujours opposée, forcément, l'enfant, il va jamais me parler de ce qu'il regarde sur les écrans. Et du coup, on perd alors cette possibilité de leur apprendre à bien les gérer, ces écrans, à aller justement chercher les infos intéressantes. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est de se dire, en le rejoignant à côté de son écran, si on peut dire, on va pouvoir lui apprendre à les utiliser de manière intelligente, de éventuellement utiliser de l'intelligence artificielle, mais sans faire le bête copier-coller, mais permettre que l'intelligence artificielle me donne des infos sur quelque chose, et puis moi je retravaille le texte pour qu'il soit personnel et que je m'implique moi-même, parce que l'intelligence artificielle a quand même de très bons côtés, elle est assez époustouflante déjà, et je pense que ça peut vraiment être un complément à l'être humain qui est intéressant. Si maintenant on dit oui, il faut payer ma question, que tu l'utilises, etc., il risque de l'utiliser quand même, parce qu'aujourd'hui, c'est la réalité de nos jeunes, et il ne saura pas bien comment l'utiliser. Il va peut-être, par contestation, l'utiliser trop, du coup. Alors que si on est avec lui dans cette logique-là, on va lui permettre de l'utiliser de manière intelligente et d'en faire quelque chose de bon pour lui.
En parlant des sources, ben voilà, soit on est dans des textes, on ne sait pas très bien d'où ils viennent, on essaye de trouver la source, soit en fait la source c'est parfois aussi simplement nos amis, là je pense aux réseaux sociaux, Oui. hein. Et là finalement c'est cette vie virtuelle qui nous échappe un peu en tant que parents, parce que clairement il y a des amitiés qui continuent à se vivre sur la toile, Oui. et là Oui. aussi il y a un équilibre à chercher, dire ben, est-ce que dans la vraie vie tu ferais ça, tu commenterais de telle façon, enfin c'est pas toujours facile comme parent de se positionner par rapport à cette vie qui se passe sur les réseaux sociaux et qui nous échappe. En fait, c'est un peu rigolo parce que quelque part, la vie à l'école nous échappe tout à fait. Oui. Aussi. Et on a l'impression que la vie sur les réseaux sociaux est plus dangereuse parce qu'on l'a pas vécu nous forcément comme étant jeune, etc. Mais finalement, la vie à l'école, ça peut être un point dans ta figure que sur les réseaux sociaux, tu peux pas recevoir, quoi. Donc, ça nous échappe pas forcément beaucoup plus sur les réseaux sociaux, surtout que voilà, certains parents sont connectés en plus par les réseaux sociaux à leur enfant et suivent ce qu'il fait. Donc, à la limite, ça leur échappe moins même que ce qui se passe à l'école. Avec la petite nuance quand même que c'est du H24 potentiellement. Oui, tout à fait, potentiellement. Que l'école... Mais là, on revient sur les limites, là. Voilà, exactement. Que les parents mettent. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça, effectivement, c'est potentiellement du H24. Et puis, voilà, ça ouvre à tout le monde. L'école n'ouvre qu'à la classe, l'école, il y a des professeurs, il y a des éducateurs, etc. Il y a quand même normalement un un encadrement. cadre. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, forcément, c'est plus rassurant pour les parents. Maintenant, on sait bien qu'il se passe parfois des choses à l'école qui sont terribles et horribles et finalement qui échappent aux éducateurs, aux professeurs, enfin, et à tous les adultes. Et c'est seulement parfois 10, 15 ans après, enfin moi j'entends parfois des patients, je suis étonnée d'entendre des patients, entre autres je pense à une de mes patientes actuelles qui a vécu des choses terribles à l'école et personne ne l'a remarqué, ses parents, personne ne l'a su, quoi. Donc voilà. Et donc on peut quand même se rendre compte que ça nous échappe aussi. On a une illusion de contrôle, je pense, plus grande sur l'école que sur les réseaux sociaux, mais je trouve que c'est important de se le rappeler. Parce que sinon, voilà, de nouveau, on tombe dans un peu la diabolisation de ces réseaux sociaux, diabolisation de les trucs où ils peuvent échanger et se dire des choses. Et Snapchat avec tout ce côté affolant de l'éphémère, parce que du coup, ils se permettent parfois de dire des choses et puis genre, ou de montrer des photos aussi. Hein. Enfin, moi, j'ai eu plusieurs fois des patientes qui ont montré leur sein sur Snapchat et puis qui se rendent compte qu'en fait, ça n'est pas du tout resté éphémère parce qu'on a fait une capture d'écran et hop. Oui. Et ça, je pense que c'est des choses, effectivement, où c'est important quand même de sensibiliser nos enfants et qu'ils prennent conscience que... Sur Internet un jour, sur Internet toujours. Ça, c'est ça. C'est vraiment important qu'ils le sachent parce que Snapchat leur paraît pas toujours être Internet. C'est comme WhatsApp, on n'a pas l'impression qu'on est sur Internet. Quand on met nos photos sur WhatsApp, on n'a pas l'impression que... Et pourtant, on est sur... c'est quand même Facebook, c'est quand même... Voilà. Et on sait bien qu'elles ne nous appartiennent plus vraiment. Enfin voilà, donc et ça, c'est vrai que toute cette prise de conscience-là, au niveau du fonctionnement même d'Internet, en fait, est importante aussi. Alors voilà, on ne peut pas leur faire des longues leçons parce que ça va les saouler. Donc l'idéal, c'est de trouver justement des youtubeurs, des gens qui parlent leur langage peut-être plus que nous et qui n'ont pas la posture peut-être des parents, mais qui expliquent ça. Et il y a des vidéos qui expliquent très bien comment TikTok utilise et manipule finalement les jeunes. Enfin, je trouve qu'il y a des vidéos qui le montrent bien et je pense que c'est intéressant d'aller les prendre justement par leur mode de fonctionnement. Qui montre que non seulement on prend en compte les youtubeurs, qu'on ne trouve pas que tout Internet c'est tout à bannir, parce que ça, je pense que ça, c'est le premier mouvement, c'est surtout qu'ils n'aient pas l'impression que les parents, tout ce qui est écran, c'est mal, parce que si vous passez ce message-là, vous n'aurez plus aucun contact, enfin, comme on l'a déjà dit, et je pense que c'est vraiment le gros danger. Donc c'est vraiment important de valoriser les écrans pour certaines choses, de pouvoir aller chercher des infos là pour leur montrer, parce que ça passera, c'est leur langage qu'on utilise en fait, et donc ça passera mieux. Et du coup, de pouvoir effectivement les mettre en garde et qu'ils apprennent cette gestion des écrans. Et c'est vrai, nous sommes responsables, nous comme parents, finalement, de les aider à gérer tout c'est par là que sinon personne ne leur apprend à gérer et donc ils apprennent au petit bonheur la chance et c'est un peu en fonction des chouettes rencontres qu'ils font sur les réseaux sociaux ou moins chouettes rencontres qu'ils vont apprendre à se protéger, mais parfois ça passe par des coups qu'on se prend. Alors c'est pas le coup de poing, mais ce sont des coups qui font mal quand même. Ça peut être des gros moments de souffrance, oui, effectivement. Oui. Et avec beaucoup d'isolement, si en plus je peux pas en parler à mes parents parce qu'en fait j'étais pas censée être sur Internet. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de garder ce dialogue ouvert pour que au moins si jamais ça se passe, ils puissent venir dire j'ai fait un truc, peut-être j'aurais pas dû, etc. Parce que si ils ouvrent leur compte Facebook en cachette, et j'ai des patients qui font ça parce que les parents veulent pas entendre parler, etc. Ou Instagram ou TikTok,
ils l'ouvrent en cachette, mais du coup, après, ils ne peuvent pas dire quand il y a eu un problème avec ce compte. Et donc, c'est pour ça que vraiment, je pense que le message à passer aux parents, c'est d'abord ouverture, acceptation du fait que Internet est incontournable aujourd'hui. C'est incontournable, donc il ne faut pas espérer pouvoir en préserver complètement nos enfants, et donc pouvoir aller y prendre ce qui est bon, puisque c'est incontournable, et les aider à gérer ce qui est probablement moins bon. Retenons l'ouverture, retenons le fait de se dire, voilà, que ce soit l'intelligence artificielle, ça n'est pas que du mauvais, que ce soit Internet, que ce soit les réseaux sociaux, gardons cette posture-là par rapport à nos enfants, c'est il y a du bon là-dedans, comment en faire du meilleur encore, comment en prendre tout le bon, parce que vraiment, il y a moyen d'aller chercher des bonnes choses, et que ce soit en gardant un dialogue, du coup. Oui. Et que ce soit pour les limites ou pour le contenu, on reste donc avec ce dialogue et cette co-construction pour arriver en fait à trouver un sens qui fasse sens pour l'enfant et pour le parent. C'est ça. Si vous aimez ce podcast et que vous ressentez le besoin d'avoir des clés plus personnelles pour un changement quel qu'il soit dans votre vie, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.virage-consultation, les deux au pluriel.com. Une équipe de coachs et de psy est prête à vous aider pour avancer autrement.